Né au vent, Ulysse cheminait à pas décidés sur le sentier longeant le canal. Suivi comme son ombre par son chien Argos, dont le rythme s'accordait comme un métronome à celui de son maître. Oh, la balade, Argos la connaissait par cœur. Rive droite depuis le Tiergarten, puis basculement sur l'autre berge par le pont de Cottbus. Le chien flairait le moindre trou sur le bord du chemin, la moindre trace odorante d'urine laissée par un de ses congénères, déposant quelques gouttes à son tour pour marquer le territoire, s'ébrouait avec satisfaction. Oh, une vraie vie de chien. Et tout l'intéressait. Une libellule zigzagant sous ses yeux, la fuite d'une poule d'eau à son approche, un frôlement dans l'herbe, peut-être un rat qui se faufile par là, la caresse du vent sur les roseaux du rivage, la chute sonore dans l'eau d'un marron se noyant en cercles excentriques. Un clapotis de vaguelettes au passage de la Spree perle avec sa cargaison de touristes, le ronronnement métallique au loin d'une rame de métro à la station aérienne de Hallestor, provoquant à l'arrivée de chaque rame jaune orangée un envol routinier de pigeons. Oh, pas de marché turc aujourd'hui le long du canal côté Neukölln. Dommage pour les odeurs alléchantes de kebab, de beignets. Oh, il traînait toujours par là un papier gras léché dans ces occasions. Quelques frites tombées d'une barquette auraient pourtant bien fait l'affaire. Tandis qu'Argos spéculait à l'instinct, Ulysse, lui, explorait le cosmos. Oh, ce n'était plus un sentier sur lequel il cheminait, non, une rive du canal qu'il arpentait, mais plutôt un univers mystique, le conduisant d'étape en étape, d'épreuve en épreuve, vers son Ithaque intérieur. Il avait décroché du quotidien de ses semblables depuis belle lurette. Pressé de rien. Les fantômes de sa jeunesse, ses compagnons d'errance de Kreuzberg à Friedrichshain, tous ou presque avaient fini par disparaître, engloutis dans le grand naufrage de la vie. Vivre seul, la belle affaire. Résister au chant des sirènes de la consommation et de la politique, la belle affaire. Posséder un toit pour dormir à l'abri, mais à l'abri de quoi? En nourrissant quelles insomnies? En réveillant quel cauchemar? Non, son choix était fait. Bande à part, un point c'est tout. Fallait pas l'embêter avec ça, ni avec l'aide sociale, tous ces machins, ces guichets, ces paperasses. Ah non, son palais de toile élimée l'attendait du côté du zoo, à proximité de la buvette de l'écluse basse du Landwehrkanal. Un point c'est tout. Un sac en plastique ventru pour ses petits effets, un manteau costaud toujours sur son dos, un peu voûté, un bonnet chaud, oh, c'était bien assez. Sans oublier la compagnie de son double, ce flemmard d'Argos, toujours la dalle, toujours prêt à renifler les bonnes occasions, à l'échouiller les mains, à jouer la carte de la séduction avec son regard mouillant, son air de victime d'un tsunami. Un filou, oui. Et le fameux livre de botanique de Humboldt des bons plans qu'Ulysse trimballait depuis une éternité. Celui-là, il l'avait précautionneusement emballé dans un sac en plastique lui-même plié dans une bâche étanche, puis planqué sous une dalle de béton que même pas un Gaspard aurait jamais eu l'idée d'aller grignoter là. Ni vu, ni connu. Un trésor, c'est un trésor. À l'image de son clébard, Ulysse n'aimait rien tant qu'arpenter son monde le nez au vent, bénir les jours de pluie pour sentir l'eau ruisseler sur son bonnet, son visage, sur son manteau en toile huilée aux poches rafistolées avec des épingles à nourrice. Tel chien, tel maître. Assis sur un banc, il humait l'air. Il scrutait l'eau, les nuages gazeux dans le ciel, le feuille léger de l'automne, la bise glacée si coupante de l'hiver dans les grands couloirs avant de la capitale. Son regard se perdait au loin dans ce paysage changeant des rives d'un canal paresseux, dont il semblait connaître par leur nom tous les oiseaux, les arbres, les poissons, les moucherons et même les araignées d'eau. C'était son pays à lui, un territoire d'entre-deux,
modeste, entre ville et campagne, un no man's land. Bonsoir Francis Kocher. Bonsoir. François Drapier, Arnaud Husneau, Francis Kocher. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses et si nombreux. On sait que vous êtes là pour la littérature, mais aussi pour les currywurst et les bières. Le DJ set, bien sûr. Ça va arriver, mais avant, on aimerait parler de ce livre dont Francis vient de lire un extrait, Ulysse à Berlin, qui est un roman paru aux éditions Promenade. Mais avant d'entrer dans le roman, on voulait faire une petite carte d'identité de l'auteur. On aimerait bien qu'il nous le fasse lui-même. D'abord, comment est-ce que tu aimes te présenter, Francis ? Ah, comme quelqu'un qui aime la convivialité. Bah, ça tombe bien, ce soir, on y est. Non, mais c'est vrai, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Et c'est pour ça que je suis très heureux aussi de travailler avec mes amis dans un collectif qui s'appelle le collectif Argos. Et moi, j'aimerais un temps que passer des choses, de voir des choses et de les transmettre. J'étais journaliste pendant 40 ans, grand reporter et reporter pendant une trentaine d'années. Et donc, j'ai raconté, j'ai vu des histoires qui se passaient dans le monde entier. Et c'est un rôle de passeur, en fait. Tu viens quelque part et puis tu vis quelque chose et avec des gens qui souffrent, qui ont des histoires à raconter, et c'est là que tu les partages. Donc voilà, moi j'ai toujours été dans cette situation-là. Donc j'ai beaucoup écrit, beaucoup raconté, et puis photographié aussi, puisque comme j'étais en voyage un peu partout dans le monde, je n'avais pas malheureusement un photographe avec moi, ce que je regrette, et je me suis mis à la photo, et puis c'est devenu aussi une passion. Donc aujourd'hui, pour moi, le mot reporter, c'est aussi bien les images que les mots, que les sons, que voilà. Alors aujourd'hui, on t'accueille en tant qu'écrivain. Et donc ma première question est, quel livre tu aimerais redécouvrir pour la première fois ? Ah, quel livre j'aimerais redécouvrir ? Il y a des livres monuments. C'est le bar. Je casse rien, là. Bravo Jérémy. Jérémy revient de congé paternité, donc il a le droit encore à l'erreur.
Alors voilà ce qui se passe en réalité, c'est que je suis un très très gros lecteur, un lecteur compulsif. Mon épouse Anne qui est là le sait, je lis en moyenne 4 ou 5 romans par semaine. Hein, j'ai été critique littéraire longtemps, je suis un peu entraîné comme un marathonien, je lis beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, je choisis aussi de relire ce qu'on appellerait entre guillemets un chef-d'œuvre ou un blockbuster ou je sais pas quoi. Alors ça peut être une année Ulysse de James Joyce, grosse entreprise. Hein. Une autre année, ça va être La guerre et la paix de Tolstoï. Une autre année, ça va être Berlin Alexanderplatz, qui est un roman que j'adore, qui raconte tellement bien le Berlin des années 30. Avec un personnage central, Vibenkov, qui est absolument formidable. Voilà, c'est ça que je fais en réalité. C'est que je lis beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup de livres de géopolitique, d'histoire, de sociologie, de poésie, littérature, et de temps en temps, un grand livre. Ça fait du bien, parce que c'est vrai, on les a lus une fois, mais ça vaut le coup, 10 ans, 20 ans après, de replonger dedans, parce qu'on les lit tout à fait différemment. Et si possible, dans les toutes nouvelles traductions, parce que ce qui se passe, c'est que ces romans, en général, ont eu la chance, comme la Montagne Magique, d'être retraduits de façon magnifique par des gens qui leur ont donné un souffle contemporain. Et pourtant, tu as beaucoup lu, mais j'aimerais savoir quel est le livre que tu n'as jamais lu et qui pourtant t'a le plus inspiré. Ah, la chair est triste, hélas, je n'ai pas lu tous les livres. Celui que je n'ai pas lu. Mais qui t'a inspiré pourtant. Mais qui m'a inspiré. Je sens qu'il y a un petit truc là derrière. J'aime bien poser cette question, certains me disent le code de la route, mais... Oui, non, bon. J'ai eu mon permis de conduire, mais c'est loin, ça date de 1970. Alors vous voyez, ça remonte à loin, et puis c'était pas une lecture passionnante. Non, mais dis-moi, Paul, de ce qui est derrière ta tête. Je ne sais pas. Je sais pas, non. J'ai une familiarité avec les livres, et puis qui va croissant. C'est pas où, c'est et au fur et à mesure. Ça construit une grande pyramide, et ça prend beaucoup de place dans une maison. Quand on est un lecteur compulsif. En plus, je collectionne beaucoup les livres de photographie, notamment la photographie japonaise après 1945 et tout. Donc, c'est des trucs un peu... voilà. Donc, tu viens de nous décrire tes habitudes de lecture. Et maintenant, qu'en est-il de l'écriture ? C'est quoi tes habitudes d'écriture ? Comment tu écris ? Alors, mes habitudes d'écriture, elles sont simples dans la mesure où j'ai toujours eu un goût pour l'écriture manuelle. Il se trouve que dans les années 70, j'avais une belle-sœur qui travaillait au Grand Passage à Genève et qui tenait le rayon des stylos Montblanc. Alors un jour d'anniversaire, elle me dit « Tiens, voilà un Meisterstück ». Vous voyez ce que c'est ? C'est le gros stylo. Eh bien, figurez-vous que je m'en sers encore tous les jours, encore tout à l'heure, je m'en servais. Et j'adore écrire à la plume et faire marcher l'encrier, etc. Et j'aime écrire d'abord à la main et après saisir sur les textes. Ça ne me gêne pas, les machines, je m'en fous. Le traitement de texte, c'est très très bien. Mais la première étape, c'est l'étape qui va du cerveau à la main par le cœur et qui doit être sensible. Cette histoire que tu racontes dans Ulysse à Berlin, pourquoi est-ce que tu as choisi la forme romanesque plutôt que le théâtre, l'essai ou la BD ? C'est quoi l'histoire de ce roman ? Alors l'histoire de ce roman, c'est qu'au départ, moi je ne suis pas du tout fait pour le roman. J'ai publié une quinzaine de bouquins qui sont plutôt des bouquins documentaires. Par exemple, un livre qui s'appelle Paroles de mur et qui rassemble dans un album des histoires de murs, des murs de conflits dans le monde entier, partout où je suis passé. Alors ça commençait à Berlin et puis ça passait aussi par l'Irak, ça passait par Téhéran, par Los Angeles, par plein d'endroits, des lieux de conflit, des lieux, voilà. Israël-Palestine bien sûr évidemment, notamment Gaza, ce qu'il en reste malheureusement aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais collectionné tout ça, j'avais fait un livre, j'ai fait un livre également, je vous écris de Metz. En général, j'aime bien quand je peux faire à la fois les textes et les photos. Quand l'éditeur me dit, écoute, tiens, voilà la clé du camion, débrouille-toi, ramène-moi dans 6 mois quelque chose. Et c'est comme ça que j'avais d'ailleurs commencé mon tout premier livre quand je travaillais au Républicain Lorrain. C'était Madame Pull qui m'avait convoqué un jour, c'était ma patronne, hein, m'avait convoqué dans son bureau, là-haut au 5e. Elle me fait asseoir. Je dis, oula!
il se passe quelque chose, parce que d'habitude c'est toujours debout, hein. On était debout avec le doigt sur la couture et pour écouter ce qu'on voulait nous dire et surtout nous reprocher. Et là elle me dit de m'asseoir et puis elle me dit « Ah écoutez, j'aimerais bien que vous m'écriviez une biographie de Jean Morette ». Jean Morette, que j'adorais, que vous connaissez tous, le dessinateur, celui qui avait fait les pages du jeudi, puis du mercredi, puis tous ces merveilleux albums sur la Lorraine que tout le monde a eu un jour à la maison. Et donc, elle m'a dit, ça a commencé comme ça, voilà, mon premier livre, c'était carte blanche, faites ce que vous voulez, et rendez-vous dans un an, voilà. Donc j'ai commencé comme ça, voilà, puis j'ai fait des livres par la suite, et jamais de romans, parce que mon truc, c'est l'écriture, mais c'est l'écriture du récit, de relations, de faits, de rencontres, de choses comme ça. Et donc, j'avais aucune nécessité romanesque. Aucune. Et c'est simplement venu un jour, j'ai fait un bouquin que m'avait demandé aussi un ami éditeur allemand, qui s'appelle Les fantômes de Berlin, qui est vraiment une sorte de livre palimpseste qu'on vient juste de rééditer là en 30 exemplaires, parce qu'il était épuisé. Et qui est ici. Et qui est ici, ouais, il y en a quelques-uns. Et donc c'était une façon de raconter Berlin par de la photographie en noir et blanc, très sombre, c'est-à-dire à la fois l'extériorité de Berlin, mais qu'est-ce que racontent les murs de Berlin quand on regarde la ville et qui nous raconte la profondeur de son histoire. Donc un livre très très sombre où j'avais écrit un petit texte en préface. Et quand j'ai eu fini ce livre, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'était les personnages qui allaient dans ces décors. Je me suis dit, mais bon Dieu de bois, mais tu les as, tes personnages, tu les connais. Ça fait 30 ans que je vais à Berlin, que j'archive tout, que je connais tout. Et il s'est passé un truc, c'était en fin 2015-2016, j'allais pour la Xème fois à Berlin. Là, c'était une semaine, vraiment 10 jours où j'étais venu pour moi, pour photographier, pour me perdre dans la ville, comme j'aime le faire, c'est-à-dire sans carte, sans rien, on vadrouille et on trouve des choses. Et il se trouve que l'endroit où j'allais très souvent, c'était un petit Biergarten. Vous savez, c'est des endroits où on va boire de la bière, il y a des petites lumières de toutes les couleurs, c'est dehors, c'est sympathique. Et c'est à côté du zoo de Berlin, le long du Landwehrkanal. Moi, j'adore les canaux. Et il se trouvait que la veille au soir, il y avait eu un meurtre. Il y avait une femme, une critique d'art, enfin, elle n'était pas critique d'art, mais moi je l'ai transformée en critique d'art, mais c'était une dame qui était une grande conservatrice, très connue, à Berlin et tout. Elle était avec des copines, et puis le soir à 10h, elle rentrait prendre son bus, c'est-à-dire à 200 mètres de là, à la gare de Zoo. Et il y a juste un passage un peu sombre, comme ça, qui n'est pas éclairé sur le chemin entre le zoo et l'endroit où des migrants avaient des guitounes. Voilà. Et il se trouve qu'elle a été assassinée. Là, on l'a retrouvée un peu plus tard. On a su le lendemain qu'elle avait été assassinée. Et c'était un sale type, un jeune qui l'avait assassinée pour lui voler sa carte bleue. Puis comme il n'était pas malin, il s'est enfui en Pologne, et puis dès qu'il a mis sa carte bleue dans une machine, évidemment, il était borné par le téléphone et puis par la carte bleue. Et je me suis dit, cette femme, cette histoire, elle est tellement incroyable et tragique, je lui dois quelque chose. Il faut que je raconte son histoire. Ça m'a touché. Je me dis, elle ne peut pas quitter la terre comme ça. Il faut qu'on partage quelque chose, cette belle émotion et tout. Et puis du coup, j'ai fait le lien entre le lieu, le Tiergarten. Puis c'est juste l'endroit où il y avait eu quelques mois auparavant, là, à Noël, vous savez, ce fameux attentat de la Breitscheidplatz. Hein, c'est sur le Kurfürstendamm, qui est les Champs-Élysées de l'Ouest. Et il y a l'église du souvenir là-bas, au milieu d'un paquet de trucs. Et il y avait un camion conduit par un Tunisien islamiste, hein, voilà, qui a foncé dans la foule du marché de Noël. Et c'était vraiment une horreur, quoi. Et donc j'ai construit à partir de là tout ça. J'ai essayé de raconter ce Berlin à la fois mais tragique dans les verticales, et en même temps si beau, si chaleureux, si convivial, plein d'énergie dans l'horizontalité. Quand on creuse la verticalité, dès que vous creusez à 50 cm dans le sol, il se passe des choses graves. Parce qu'il y a eu le nazisme, parce qu'avant il y a eu ceci, parce qu'il y a eu la séparation avec quand les Russes sont arrivés déjà en 1945, c'était terrible, en avril 1945. Et après, ce qui s'y est passé, tout le monde le sait plus ou moins, et ça a été assez violent. Puis la ville a été coupée en deux, ça a commencé en 61 avec le mur, ça s'est arrêté en 89. Mais l'histoire, elle ne s'arrête jamais, et Berlin est un des épicentres de la douleur du monde. Voilà, et c'est un espèce de thermomètre qu'on mettrait dans le derrière
de l'humanité et de l'inhumanité. Et donc c'est ça que j'ai essayé de raconter, et je me suis rendu compte, maintenant ça fait 3 ans que je l'ai écrit, un peu plus de 3 ans, c'est aussi une prophétie quelque part, parce que quand on observe bien le quotidien, il nous déroule tout ce qui va arriver. Il se trouve que quand j'ai commencé à le travailler, quand j'y étais sur place, c'était également le moment où Angela Merkel a dit sa fameuse phrase « Wir schaffen das », nous allons y arriver. Elle venait d'ouvrir la porte à 1,2 million de migrants qui venaient de Syrie, d'Afghanistan et de partout. Et ça a créé une complexité dans la société allemande terrible et qui s'est encore renforcée par les crises récentes que vous connaissez. Et dimanche, il y a des élections. On en parlera plus tard. Francis, on en parlera plus tard. Parce qu'on a prévu des questions. Je leur ai dit que j'étais un bavard. Faut jamais me lancer sur un truc parce que j'en ai pour des heures. On a un peu travaillé, donc... C'est le problème des journalistes, ils écrivent l'article. Je vous rends la parole. Du coup, on retrouve cette femme dont tu nous as parlé à l'instant dans ce roman, mais également beaucoup d'autres personnages. On a Ulysse, on a Camille, Ursula, Max, on a Renate. Et nous, notre question, c'était est-ce que c'est les personnages qui t'ont inspiré ou c'est à l'inverse, toi qui as inspiré les personnages ? Non, c'est le propre, je pense, de tous les romanciers, c'est qu'un romancier, il est tous ses personnages. Systématiquement, c'est lui qui les écrit, qui les invente, qui les passe par le filtre de son corps, de son esprit. Et donc, je suis tous les personnages. Mais tous ces personnages, en réalité, ils existent. À part peut-être un ou l'autre. Non, il y en a un qui est vraiment vrai, c'est un journaliste que je connais, qui habite Berlin, qui travaille justement à la Berliner Zeitung, etc., qui est un grand écrivain aussi. Et tous les autres personnages, en fait, c'est des personnages de synthèse, mais je vous jure, hein, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai ouvert un cahier, un gros cahier rouge comme ça, j'ai écrit à la plume, à partir de la 5e ou 6e page, les personnages sont déjà là. Alors je me suis précipité à la fin du cahier pour faire un graphique, pour pouvoir les positionner, et puis rajouter au fur et à mesure les occurrences et les autres personnages qui allaient arriver. Et ils arrivaient toujours avec leur nom, leur fonction et tout. Ça veut dire que j'avais sédimenté cette histoire depuis longtemps et j'avais plus qu'à la coucher sur le papier. C'est la magie de l'écriture. Il y a une thématique dans ce roman liée au personnage, c'est celle de l'errance. Il y a cet Ulysse qui vagabonde dans les rues de Berlin avec son chien, il y a Camille et Ursula qui sont en recherche d'une figure paternelle, il y a Renate dont on parlera tout à l'heure qui est aussi dans une forme d'errance. Pourquoi est-ce que cette thématique t'intéresse ? Ou de déshérence même. Ou de déshérence. Ouais. Cette thématique m'intéresse parce que depuis toujours, je suis quelqu'un d'errant. Depuis l'enfance, j'ai toujours adoré les canaux en particulier. Et j'ai adoré marcher le long des canaux. Et c'est quelque chose... moi, c'est, si vous voulez... je suis cet Ulysse-là, en fait, hein, qui marche, qui va d'un truc à l'autre. Au lieu de faire la Méditerranée en partant de Troie avec ces gars, il y a toutes les étapes. Donc je vais reconstituer à travers un personnage mythologique, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à nous tous. C'est une histoire commune. Les mythologies sont des histoires qui sont communes profondément. Quand on commence à creuser, on se rend compte que le corpus, il nous appartient à tous. Hein. On est là, on est construit comme ça. On voit à travers les civilisations et tout un certain nombre de points qui sont le parcours d'un homme. Et je voulais qu'il y ait cette dimension mythologique, métaphysique à travers un clochard céleste. Parce que je trouve ça magnifique, quoi. Ces poètes qui ont décroché un peu du monde et qui le regardent, mais à leur manière, plus en s'intéressant aux hommes et à leurs histoires, à leurs pognons, à leurs trucs, à leurs affaires brinque-ballantes, mais être là, être présent au monde, simplement, faire le vide et puis pas être angoissé par la mort, parce qu'elle va arriver. Au bout, quand on arrive à Étac, c'est qu'on a fini, quoi, le chemin. On n'est pas pressé, on trouve plein de subterfuges pour pas y arriver trop vite. Et donc voilà, j'ai construit ce personnage mythologique et autour j'ai mis des personnages vrais, qui chacun dans leur catégorie sont aussi des gens qui sont un peu balafrés, si on regarde bien, ils ont tous quelque chose qui colle pas, quoi. Qui soit les a rendus malheureux, soit va de travers, soit ne fonctionne pas comme on imaginerait. Mes personnages sont tous des personnages un peu abîmés. J'y tiens beaucoup.
Et on trouve également un lien qui est très fort entre tes personnages et la ville de Berlin même. Alors, moi, c'est un sentiment que j'ai eu en visitant Berlin. Est-ce que tu penses en fait que les habitants de Berlin possèdent Berlin ou c'est plutôt l'inverse? Et notamment la scène de Tempelhof, où on retrouve cette bande qui reprend un aéroport désaffecté et qui reprennent en fait leur propre géographie, Berlin pour eux. Oui. Alors, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que Berlin, comme toutes les grandes capitales, que ce soit Paris, New York, je ne sais pas quoi, Los Angeles et d'autres, Jérusalem, non, plutôt Tel Aviv, pas Jérusalem, mais Tel Aviv, oui, sont des villes composites, sont des villes qui accueillent énormément de population. Les vrais Parisiens d'origine parisienne, sur cette génération, il doit y en avoir 15%, 20%, pas plus. Hein. Tout le monde est parisien, mais en fait est originaire d'ailleurs. Et Berlin, c'est un petit peu ça aussi, parce que Berlin était, jusqu'à la fin du 19e siècle, une petite ville en réalité. Elle est née tardivement, et c'était une pas si grande ville que ça. Et il se trouve qu'à la fin du 19e, il y a l'industrialisation, on commence à arriver les croupes, commencent à arriver tous les manias de l'industrie, on prépare la guerre, on fait des avions, des bagnoles, des chars, des tas de bordel comme ça. Et d'un seul coup, il y a 1 million de personnes qui arrivent de partout, de tous les lands les plus pauvres des environs, et qui vont s'installer à Berlin parce qu'il y a du travail, tout simplement. Et tout est organisé pour qu'ils viennent, et on leur construit des appartements immondes qui s'appellent d'ailleurs des Mietkasernen, c'est-à-dire des casernes de location pour que les gens habitent quelque part. Et c'est avec une cour, 2 cours, 3 cours. Au niveau sanitaire, c'est absolument déplorable. Les gens vivent dans une pauvreté, une saleté. Il y a beaucoup de maladies, etc. Enfin, c'est très bien raconté d'ailleurs dans les livres, c'est très très documenté. Et Berlin, Alexanderplatz en est un des excellents exemples. Et donc voilà, tout ça a généré cette histoire de Berlin qui s'est construite comme ça, et qui est aussi une guerre sociale. En parlant d'histoire de Berlin, on retrouve dans ton livre beaucoup de passages sur ça, notamment la chute du mur. Moi, il y a eu la visite aussi du site olympique. Oui. Moi, encore une fois, ma question, c'est en quoi les passages historiques donc de Berlin peuvent être un levier dans la description romanesque aujourd'hui de cette ville. Comment tu t'en es inspiré? Eh ben, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que c'est un roman géographique. Hein. C'est un roman de cartographe. D'ailleurs, il y a une carte. J'ai même, au début, il y a une carte pour l'endroit où se passe le maximum du roman. Il y a des repères, on peut très bien regarder sur des cartes sur Internet, se balader là-dedans. Cette ville est immense parce qu'elle est composée aussi de beaucoup de lacs, ce sont aussi beaucoup de forêts, ce sont beaucoup d'agglomérations et de villages qui au fur et à mesure ont été absorbés, vous voyez. Ça a créé des petites communes, puis ça a grandi. Donc au niveau surface, Berlin est absolument immense. Mais dedans, il y a des points de repère très très particuliers qui marquent le temps de l'histoire. Et tu citais le stade olympique, l'Olympiastadion. C'est très impressionnant quand on y va, parce que c'est un peu à l'extérieur du centre-ville. Il faut quand même une demi-heure en S-Bahn pour y aller. Et on arrive sur un truc qui est un des grands chantiers de Hitler et Speer et tout ça. Et c'est un stade, c'est comme dans l'Empire romain, quoi. Hein. C'est une architecture très très spéciale. Et surtout, ce qui est très très spécial, c'est qu'en fait, Hitler voulait absolument avoir ces Jeux Olympiques de 1936 pour avoir un rayonnement mondial de médias, de sportifs, etc., avec cette contradiction qu'il était déjà en train de préparer dans sa tête et avec ses sbires, la solution finale. Donc, il a fait un coup de bluff et de communication, comme on en vit peut-être ces jours-ci d'ailleurs, et ces mois-ci, avec beaucoup d'angoisse, et il y a de quoi. Il a fait un coup de bluff avec ces Jeux Olympiques, et il y avait le salut nazi, il y avait
comment on appellerait ça, la célébration du corps parfait, etc. On avait planqué les juifs déjà, mais bon, voilà. Et à peine les jeux finis, les gens repartis chez eux. Vous rappelez-vous, il n'avait pas accepté de saluer Jesse Owens, le black qui avait si bien couru, etc. À peine les jeux finis, commence le grand machin, quoi. Alors là, ça y est, ils accélèrent, ils vont démarrer leur conquête et la guerre se prépare et elle va arriver. Et la solution finale est déjà écrite. Ils savent très bien qu'ils vont faire ça. Une fois qu'ils ont fait leur coup de bluff en disant mais non, on est très bien, nous, en fait, on est peut-être des fascistes, mais bon, pas plus que Mussolini. Puis c'est un système qu'en vaut un autre. C'est du national-socialisme. Oui, sauf que non, à la fin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, cet Olympiastadion est très impressionnant par l'histoire qu'il y a eu. Et il y a un autre lieu comme ça de cette époque, de 1936 aussi, de cette époque, c'est bien sûr Tempelhof, l'aéroport de Tempelhof, qui avait cette particularité. Moi, je suis allé très souvent. Bon, c'est une architecture verticale à la Speer, quoi. C'est pas extraordinaire, c'est très, très oppressant comme ça. Mais voilà, c'était les débuts d'une grande ville qui serait là, parce qu'Hitler détestait Berlin, donc il voulait créer une capitale un peu à son image et à l'image de sa folie. Et il y a même un endroit quelque part un peu secret dans Berlin que j'ai fini par trouver au bout d'un long moment. Dans une espèce de campagne où il y a un espèce d'immense cylindre qui est grand comme toute cette pièce-là, comme ça, peut-être un peu plus grand, qui a une allure de bunker et qui est très profond dans le sol. Et en fait, c'était un test qu'ils avaient fait pour voir si le sol était assez stable pour construire leur grande ville du futur. Ils avaient prévu un plan, enfin le plan Speer est archi connu, hein, on peut le voir sur les documents, pour faire une ville hallucinante qui n'a jamais pu se faire parce qu'il n'y avait pas les moyens, et puis la guerre est arrivée, et heureusement, parce que ça aurait été vraiment invraisemblable. Voilà. Il y a un autre endroit impressionnant, 2 pas du mémorial de l'Holocauste, un parking, quelques bagnoles garées, et juste un petit panneau qui dit « Ici, c'était le Führerbunker ». Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant à propos de ça, parce que c'est juste à côté, c'est entre la Potsdamer Platz que vous voyez, vous savez, qui a été entièrement construite sur une zone qui était un no man's land en réalité. Hein. Le Potsdamer Platz, c'était un grand quartier très vivant dans les années 30. C'était même le centre de l'activité, voilà, des cafés, des spectacles et tout. Ça vivait la nuit, c'était extraordinaire. Et là, maintenant, c'est devenu, il y a le Sony Center. C'est la défense, quoi. Un truc du futur, ouais, bon, ok. Mais on n'est pas loin aussi de la porte de Brandebourg et puis de la Pariser Platz, là où il y a l'ambassade des États-Unis. Et si vous avez déjà vu des images de Berlin, mais vous en avez tous vu, vous savez qu'à côté, il y a un champ de stèles en béton gris qui rend hommage justement aux Juifs berlinois qui ont été, bien sûr, emportés dans les camps. Ça, les Berlinois et les Allemands savent faire. Ils savent assumer. Nous, on a un peu de problème avec la guerre d'Algérie et tout. On aurait pu faire autrement. Et puis l'Indochine et plein d'autres choses coloniales. Mais eux, ils assument ça. Ils le mettent, ils le marquent, ils te le mettent à la figure. Enfin, c'est impressionnant, ce champ de milliers de stèles. C'est d'autant plus impressionnant que quand on sait le prix du mètre carré à Berlin, on aurait pu construire mais des buildings, ramener de l'argent à tire-larigot. Et c'est juste au bout de ce champ de stèles, sur la droite, qu'il y a une petite plaque qui dit, eh ben oui, là, le bunker, c'est là que Hitler est mort. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, des voitures sont garées dessus. Voilà. On va parler, parce qu'il y a un pont, évidemment, sur ce qui va se passer dimanche et la situation politique en Allemagne. Mais dans ce roman, il y a l'AfD, Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite, et il y a un personnage qui s'appelle Renate. Et j'aimerais demander à Anne de Rancourt de venir parler de Renate et lui donner voix. Merci. Alors, Anne fait partie du collectif Argos et c'est elle qui endosse le personnage de Renate et elle va vous en dire 2-3 mots avant de lire son texte. C'est bon. Alors, Renate, c'est un personnage que
que j'aime défendre quand on joue cette pièce, ce spectacle, alors que c'est quelqu'un d'abominable. En fait, si on le juge de l'extérieur, c'est une nana, j'ai envie de dire, qui démarre sa vie de façon violente, dure, mal aimée de ses parents, enfin des choses très très compliquées. Et puis, peu à peu, vous allez voir où elle en vient. Je vais vous lire un extrait. Ce chapitre s'appelle « La diplomatie des pandas ». Renate se trouvait moche, grosse, mal dans sa peau. Moitié fille, moitié gars, costaude, silhouette pas vraiment dessinée. Alors pour masquer son absence de forme, elle avait pris l'habitude de porter des treillis militaires relookés punk, avec des trous aux genoux, des dessins ésotériques flirtant avec le satanisme, sur le dos de son blouson épais, couleur kaki, des t-shirts en résille, un collier de chien autour du cou, une paire de chaussures de sécurité Caterpillar avec coque en acier. Et des cheveux roses, coupés très courts, d'où émergeait une mini crête sur le haut du crâne. Sans oublier les piercings dans le nez et au coin des lèvres. Autant en rajouter pour être regardé autrement. Dès son enfance, Renate s'était sentie rejetée par sa toxico de mère. Quant à son père, n'en parlons pas, elle était son souffre-douleur, son punching ball. Allez donc aimer les hommes après ça. Intriguée par ses absences régulières à l'école et des traces de bleu sur tout le corps de l'enfant de 7 ans, une assistante sociale avait ordonné une visite médicale en urgence et réussi à mettre fin à son calvaire. Une décision de justice avait confié la petite à sa grand-mère maternelle, Oma, domiciliée à Halle, en ex-RDA. Pas forcément souriant comme endroit, mais au moins elle y vivrait plus en sécurité qu'à Berlin. Par chance, sa mamie, un peu sourde et impotente, adorait les animaux. Dans son minuscule appartement, sans grâce, où elle passait sa vie à fumer des cools mentholés et lire la presse à scandale dans son fauteuil, une couverture en patchwork sur les jambes, elle avait pour animaux de compagnie un couple de perruches, un hamster en cage, 2 ou 3 chats selon les allées et venues, et la bonne Fifi, sa vieille chienne labrador de couleur sable, toute percluse de rhumatisme, comme elle. Renate se découvrit une mission, s'occuper de toute cette petite ménagerie. Achat de clopes pour la Oma, croquettes, graines diverses pour les bestioles. Elle chaparda même, par nécessité, de menus produits vétérinaires trop chers pour le budget de la maisonnée. Bon, l'école, passons rapidement. Souffre-douleur de sa classe au fil des ans, c'était prévisible. Monde cruel des ados. Heureusement, il restait les bêtes. L'année de ses 16 ans, elle décrocha un stage dans le podé club d'une ferme pédagogique des environs. Oh, pas pour passer son premier niveau d'équitation, mais pour nettoyer les boxes des chevaux. Et que je te ramasse des brouettés de crottins, et que je te cure les sabots, que je te brosse les pelages poussiéreux. Curieusement, Renate ne se plaignait jamais. Mieux, elle apprit à aimer ces tâches ingrates, répétitives, déjà exercées à moindre échelle à la maison. Elle s'occupait des chèvres, donnait le biberon aux agneaux, ramassait les œufs dans la basse-cour, se frottait au caractère malcommode des oies et des dindons. Elle fit également connaissance d'un garçon d'écurie de 2 ans son aîné. Un vrai étalon dans son genre, bien monté. Il la coucha dans le foin pour lui faire découvrir d'un peu plus près les mystères de la nature. Une expérience pas tout à fait concluante, mais bon. Le nigaud, comme pour se faire pardonner d'avoir été bestial dans l'assouvissement de sa virilité naissante, lui offrit un rat nommé Adolphe. Car si le garçon avait des idées un peu courtes, elle penchait très à droite.
Il fricotait avec les loups noirs, une bande de gaillards à la boule à zéro, vêtus tout de noir, tatoués de croix gammées sur leurs gros biscottos. Entre beuveries, punk rock et baston, les fins de semaine semblaient réglées comme du papier à musique. Leur nostalgie du Troisième Reich et leur haine des étrangers les poussa même un soir à mettre la barre à mine un peu trop haut. Ils mirent le feu à un foyer de réfugiés, provoquant la mort par asphyxie de 2 migrants. Bien que mineur, Renate se trouva brièvement en garde à vue avant d'être innocentée par les autres membres du groupe. Son employeur, toutefois, n'appréciant guère d'être mêlé à une enquête judiciaire ou au scandale suscité par ces jeunes extrémistes, mit fin, du jour au lendemain, au stage de Renate. Retour à la case maison. Elle n'en éprouva que plus de rancœur, avec le sentiment, à nouveau, d'être rejetée par le monde des adultes. À compter de ce jour, elle décida d'affirmer sa différence face à une société qui ne voulait pas d'elle. En compagnie de ses potes débiles, au moins, on rigolait bien, et personne ne la faisait chier. Les Allemands aimaient l'ordre, ils allaient être servis. Merci beaucoup, Anne. Quel regard tu portes, là c'est presque au reporter, pas seulement à l'amoureux de Berlin et à l'écrivain que je m'adresse, quel regard tu portes sur les événements actuels, sur ce qui va se passer à Berlin, mais dans toute l'Allemagne dimanche? Ça fout les jetons, faut le dire, c'est vraiment quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inimaginable en réalité. Franchement, pour nous qui sommes des générations de l'après-guerre, après 1961 et puis même 89, où on s'est dit que ça y est, l'Europe, tout ça, machin et tout. Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réunification, suite à la chute du mur, la chute, j'explique un peu, je le raconte plus que je l'explique, qui n'était pas quelque chose de forcément voulu par les gens de l'Est. Eux, ils voulaient que ça se démocratise, mais ils voulaient rester des gens de l'Est. Ils avaient construit quelque chose. Il n'y avait pas que la Stasi dans la vie, il y avait aussi le travail, le quotidien, les amis, des services, plein de choses, une idéologie aussi, que certains épousaient, il faut bien reconnaître. Et ça ne s'est pas bien passé, parce que Kohl et tous les gens de l'Ouest ont décidé qu'il y aurait une parité du marque, etc., et que si et que ça, les beaux jours, comme ici, mais en moins bien, d'un seul coup, ils ont créé la Treuhand, c'est-à-dire que c'est un groupe d'experts qui sont venus expertiser les grandes usines et les combis industries de l'Est allemande. Évidemment, ils ont dit, mais tout ça c'est pourri, ça marche plus, c'est plus rentable, l'agriculture collectiviste, mais c'est quoi, machin truc et tout. Bref, ils ont foutu par terre toute l'industrie, toute l'économie, toute la vie de ce qu'était l'Est. Et non seulement non content d'avoir tout bousillé, donc ce qui a blessé les gens beaucoup, hein, au lieu de les assimiler, de prendre le temps, enfin, de faire les choses dans le bon ordre. Ils en sont même arrivés à supprimer tout ce qui, dans Berlin, par exemple, faisait symbole pour eux. Je parle en particulier, je pense en particulier au palais de la République, là, qui était le long de la Spree, etc. On l'a cassé très vite et trop vite. On a effacé les Allemands de l'Est. Et donc, eux, qui disaient, quand ils faisaient leurs grandes manifestations, Wir sind das Volk, nous sommes le peuple. Après, ils ont dit, Wir waren das Volk, nous étions le peuple. Et c'est créé ce sentiment qui existe encore aujourd'hui très fort de l'ostalgie, qui est un très beau mot, mais qui est encore très, très ressenti là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les Länder justement de l'Est, les Länder de Plouk, hein, de Poméranie, etc., et compagnie. Eh bien, du coup, le chômage est monté en flèche, les jeunes, ils n'avaient pas de boulot, ils étaient frustrés, ils n'avaient pas le fric, ils n'avaient pas les trucs. Eh bien, les néo-nazis sont arrivés. Les mecs, la baston, le punk, les machins, les croix gammées sont réapparus. Et dimanche, on va avoir l'AfD qui menace, on ne peut pas dire autrement, un système démocratique. Voilà.
Ça se joue là, ce week-end, et je vous assure que c'est pas rigolo. Vous avez vu ce qu'ont fait les Américains, Steve Bannon et compagnie. Je veux dire, Elon Musk a quand même osé faire un signe nazi, mais aujourd'hui, dans une convention qui réunit tous ces gens-là, à laquelle allait d'ailleurs Jordan Bardella, Steve Bannon, qui est l'inspirateur, le gourou de Donald Trump, a fait le salut nazi dans la réunion. Vous imaginez ça? Alors heureusement, Bardella, il a dit, non, moi, si c'est comme ça, je ne dis pas mon discours, je ne peux pas m'associer à ce truc. Merci à lui, je lui reconnais, heureusement. Mais vous voyez où on en est. Je veux dire, c'est quand même gravissime que des Américains, comme ça, de cette secte, puissent dire devant tout le monde, ils viennent en Europe, ils viennent à Munich, quand même. Et ils assassinent l'Europe, ils enfoncent l'Allemagne, ils disent ah oui non mais l'AfD c'est très très bien, il faut voter pour elle, etc. Bon voilà où on en est aujourd'hui. Et ben, tout ça c'est un petit peu voilà, rien ne naît de rien. Pour poursuivre, on avait des questions rapides sur Berlin. On attend des réponses du coup rapides sur Berlin. C'est la première chose qui te vient en tête. Je suis désolée, pour faire la conjecture entre la question de Paul et la mienne, il y a un monde. Mais du coup, vraiment la première chose qui te vient en tête. Un endroit à Berlin pour boire un café le matin. Le Schwarzes Café, le Schwarzes comme on dit là-bas, c'est sur la Kantstraße, à côté de Savigny-Platz, donc c'est dans le quartier à l'ouest. C'est un café qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui a aussi un stock de bonne musique, mais ils ont une collection de cassettes. Tout ce qui a existé comme musique rock berlinois est passé par là. Et donc, bien sûr, j'ai consacré un chapitre. Mais en plus, il est très très beau ce café. Moi, quand je suis à Berlin, je réside pas loin, j'y vais tous les matins. Il y a encore des nappes blanches. On te sert la brioche, voilà, des petites graines de brioche sur le truc. Et il y a des fresques des années 30. Enfin, c'est un truc magnifique. Voilà, c'est ça mon café, le Schwarzes. Lire au soleil. David Bowie y passait de temps en temps avec son collègue. Un endroit à Berlin pour lire au soleil. Oh ben le Tiergarten, évidemment. Hein, ça, c'est un endroit très très beau pour lire au soleil, parce que c'est un grand parc qui était d'abord une faisanderie. Les princes de l'époque avaient créé un terrain de chasse. C'est là aussi que le zoo s'est construit, mais au départ, c'était un terrain de chasse. Et puis, il y a un autre endroit aussi que je vous recommande pour aller prendre un verre tranquillement. Mais oui, c'est le long de la Spree, ça s'appelle l'Urbanspree, c'est un quartier, enfin c'est tout un ensemble de hangars et de trucs industriels le long de la Spree qui est complètement déglingué et qui a été pris par des alternatifs. Alors il y a des murs peints, en veux-tu, en voilà, des bars, en veux-tu, en voilà, des fêtes, en veux-tu, en voilà, des concerts, des trucs. C'est encore un des endroits branchés possibles qu'il y a à Berlin, parce que c'est en train de se restreindre énormément. Un endroit à Berlin pour danser. Ah ben il y en a plusieurs. Un seul. Un seul. Ah ben le seul, ça serait bien sûr à Friedrichshain, donc du côté qui était de l'Est à un moment. C'est une grande usine électrique, un grand bâtiment industriel en béton, enfin, etc. Et c'est le Berghain, c'est là que tous les jeunes d'Europe viennent danser le week-end. Ils prennent des avions low cost, hein, c'est très bien connu ça. Et ils viennent, ils prennent un peu d'ecstasy et tout, et puis pendant 48 heures, ils dansent, s'habillent en noir et danser dans les lumières et trucs et tout. C'est un des grands lieux de la scène berlinoise. Ah oui, absolument, le Berghain, c'est quelque chose, quoi. Un endroit à Berlin pour comprendre son histoire. Un endroit à Berlin pour comprendre son histoire. Ben moi, je dirais, il y a plusieurs endroits. Il y a le Märkisches Museum qui raconte, c'est aussi au bord de la Spree, mais plus vers le centre de la ville, qui raconte l'histoire de Berlin. Il y a aussi un autre endroit qui s'appelle le Musée des Choses. C'est à Kreuzberg, dans la rue principale de Kreuzberg. C'est dans une petite cour au premier étage. Et ils ont réuni là
tous les objets qui ont fait l'histoire de Berlin, mais chez les gens, les cafetières, les machins, les objets, le musée des choses. Et en parcourant ce musée des choses, mais c'est absolument fascinant, parce qu'on voit des strates et des strates de vie de gens au quotidien, et des objets designés, etc. C'est très très beau. Puis il y a le musée de la DDR aussi, pour retrouver justement encore les traces. Voilà. Un endroit à Berlin pour rencontrer la beauté. Ah, ben alors ça, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur l'île au musée, c'est encore le long de la Spree, mais c'est une île comme ça où il y a plusieurs musées, dont le Pergamon qui va être en travaux pour 17 ans. Alors n'essayez plus d'aller le voir, il est en train de s'enfoncer, il y a des travaux immenses. Mais à côté, il y a le Altes Museum et le Neues Museum. Et dans le Neues Museum, il y a la Joconde allemande. En fait, elle n'est pas allemande, elle est égyptienne, puisque c'est Néfertiti, c'est un buste de Néfertiti. Mais c'est un culte absolu. Tout le monde aime la Néfertiti du Neues Museum, et personne ne voudrait le restituer à l'Égypte. Donc gros problème. mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle date je ne vais pas dire de bêtises, mais ça doit être le 14e siècle avant Jésus-Christ, et c'était l'épouse d'Akhénaton. Elle était canon, hein, attention. C'est une beauté, mais c'est vraiment la Joconde des Allemands. Un endroit à Berlin pour boire une bière. Ah ben, la Schleusenkrug, évidemment, puisque c'est le centre du livre, c'est au bord du Landwehrkanal, à côté du zoo, tout près de la gare de Zoo, et c'est l'épicentre du roman. Et enfin, un endroit à Berlin pour manger un currywurst. Ah, bah, il faut lire il y a un chapitre entier qui est consacré à la currywurst et au circuit des currywurst, parce qu'Ulysse, il est malin. Il travaille pas, évidemment, il va pas travailler, il va pas rentrer dans le cycle du capital, c'est pas son genre. Mais il a plein de copains. Alors avec son chien, ils sont rusés, et ce qu'ils font, c'est qu'ils changent tous les jours de cantine. Donc ils vont dans tous les currywurst de Berlin, et ils vont une fois ici ou là, ou dans les Köfte, machin et tout. Et, bref, ils mangent gratos tous les jours. Et moi je dirais que y en a un qui est le Vitis. Le Vitis, c'est à côté du KDV, c'est sur justement le Kudamm. À la fin du Kudamm, c'est la place, la Wittenbergplatz, avec une des plus belles stations de métro de Berlin. Et là, il y a le Vitis. Alors c'est bio. C'est un type, il est toujours en tablier blanc avec un grand béret rouge sur la tête. Son truc est blanc, c'est clean et tout. Mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent manger là ces currywurst avec des pommes, comme ils disent, des pommes de terre frites. Pommes. Voilà. Et j'adore cet endroit. Merci beaucoup, Francis Kocher. Merci. Merci aussi à tout le collectif Argos, Anne de Rancourt, Arnaud Husneau, François Drapier. Les livres de Francis, on peut les trouver ici, notamment Ulysse à Berlin, et il se fera un plaisir de vous le dédicacer. On trouve aussi le livre de notre trompettiste François Drapier, qui s'appelle Tempête sur le zinc, et les ventes sont à destination de l'association Marie et Mathias. Alors on peut peut-être redire ce que c'est que Marie et Mathias. Ce sont deux jeunes Messins qui sont morts lors de l'attentat du Bataclan en 2015. Voilà. L'exposition photo de Francis est dans la première salle et les photos sont d'ailleurs à vendre. Vous pouvez vous adresser à lui directement. Et maintenant, currywurst, bière et DJ set. Bonne soirée à tous. À prochain événement.